1974, Gary Gygax, Dave Arneson, D&D, Dungeons and Dragons. Ces termes, il faut les retenir pour votre culture ludique. Bonjour à tous. Troisième épisode de l'histoire, la petite histoire du jeu de rôle avec Romain et Stork. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important, aussi important que les deux premiers épisodes, mais surtout un produit, le premier jeu de rôle commercialisé qui va marquer l'histoire ludique. Donc Dungeons and Dragons, Donjons et Dragons, un jeu qui a fortement et qui marque encore l'ensemble des supports de jeu et l'ensemble des jeux d'aujourd'hui. Donc si je vous dis XP, point de vie, classe, race, etc., tout ce wording, tous ces mots-clés qu'on retrouve maintenant dans l'ensemble des jeux de plateau, jeux vidéo, etc., etc., tout ça, ça vient d'un élément, ça vient d'une création fortement originale pour l'époque, le jeu de rôle, et avec Donjons et Dragons, qui va très 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 vite, euh, fortement inspirer beaucoup de monde, même les premiers jeux vidéo au sein des universités. Les étudiants ont accaparé ce jeu et commencé à créer les premiers jeux d'aventure, même si ce n'était que textuel. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils inventaient des noms de code barbares pour pas que les profs tombent dessus et effacent tout ce qu'ils avaient créé. Donc, Donjons et Dragons, avec Gary Gygax et Dave Arneson, on va dire les premiers geeks, peut-être, en tout cas, les grands-pères des geeks d'aujourd'hui. Et là, Romain, on a une petite boîte qui arrive, une petite Oui, boîte avec du simili wood grain, du simili bois, qui deviendra très vite la white box, la boîte blanche. Et là, ça y est, on oui. rentre dedans, là. Bonjour Jeu de Farid, rôle. bonjour à tous. Effectivement, tu l'as bien dit, on rentre dans l'histoire du jeu de rôle, ou plutôt le jeu de rôle entre dans l'histoire. Alors, la Wood Grain Box, comme tu dis, qui avait des bords effectivement marron, c'est la véritable première édition de Donjons et Dragons en 1974. Et un peu moins d'un an après, mais on est déjà passé en 1975, apparaît, elle est derrière toi, et la voici, apparaît celle-ci, la boîte dite White Box, la boîte blanche. L'exemplaire que je vous montre là est le cinquième printing, la cinquième impression. Et c'est important parce que c'est celle dont le texte est le même, quasiment le même, à quelques exceptions près, de la toute première édition. Et on va voir pourquoi, parce que là, il s'agit d'une question de droit. Et Et d'ailleurs, cette boîte, on la trouve pour des milliers d'euros aujourd'hui. ah, la wood grain, oui. Effectivement, si vous voulez vous procurer les trois premiers printings, comme on dit, trois premières impressions, donc la fameuse wood grain box, il faudra sortir le chéquier parce que, par exemple, en ce moment, un célèbre magasin de jeux de rôle vintage anglais en vend une pour la somme de 6 000 livres. Donc ça vous donne une idée de son prix. Celle que nous venons de vous montrer n'est cependant guère donnée sur le marché de l'occasion. Il est vrai que ce sont des objets un peu de collection, très anciens, et qui étaient dont le comment dire le design pourrait paraître aujourd'hui un peu léger, un peu cheap. C'est pas du très bon carton. Dans les premières éditions, il n'y avait même pas de dessin imprimé, c'était dessiné à même la boîte. Les versions que nous avons là, Farid et moi, là, il y a une impression du dessin. C'était quelque chose qui se vendait pour 10 dollars. Hein, mais ce qui n'est pas une somme si faible qu'il paraît. Il faut replacer dans le contexte. 10 dollars de 1974, ça serait déjà un prix assez élevé aujourd'hui. Alors, justement, avant de rentrer dans l'intérieur de la boîte, on a déjà parlé de l'association pour la partie développement, création entre Dave Arneson et Gary Gygax, qui sont rencontrés lors du Gen Con. Dave Arneson qui lui envoie ses idées manuscrites, etc., que Gary Gygax a tenté pendant 2-3 ans de décoder, puis qui a commencé à jouer avec ses enfants,
D'ailleurs, a priori, ça serait ses enfants qui ont donné l'idée du terme Donjons et Dragons. Et pour la petite anecdote, Gary Gygax a commencé à jouer avec ses enfants et puis un petit gars qu'il a rencontré dans la rue qui était placé sur une table et lui, il était à l'écart à son bureau en train de faire le maître de jeu. Et d'ailleurs, à l'époque, il demandait à ce qu'une seule personne indique pour l'ensemble du groupe, qui était le représentant du groupe, de dire ce que faisaient les différents personnages. Et quelque part, moi, j'ai un peu plus d'admiration pour Gary Gygax parce que, à la fois, il est créateur, il a repris évidemment les notes aussi d'Arneson, mais pas que, parce que Arneson s'est aussi inspiré de Chainmail, ce qu'a fait Gary Gygax dans Chainmail. Et Gary Gygax, il a quand même, il est à la fois le visionnaire et l'investisseur. Il a pris des risques. Pourtant, il n'était pas très riche. Il était agent d'assurance, puis pour travailler à la maison, il s'est reconverti en cordonnier. Et il a passé beaucoup de temps, beaucoup de nuits blanches dans sa cave à jouer et à pondre Donjons et Dragons. Et donc, il s'associe avec Don Kay pour créer TSR, Tactical Studies Roles, la première société qui édite le premier jeu de rôle. Voilà. Et puis là, pour mettre en place cette boîte, et eux-mêmes, ils vont mettre en boîte et livrer les différents clients. Ah oui, ce sont des artisans du jeu au début. Et il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est que, comme tu le dis, il a pris un risque. Parce que ce jeu est nouveau. C'est un nouveau type de jeu. J'attire l'attention sur le nom, le sous-titre, qui est un peu long, un peu fastidieux. Ils ont marqué sur la boîte Donjons et Dragons, règles pour jeux de guerre médiéval fantastique, pardon, pour des campagnes de jeux de guerre médiéval fantastique jouables avec du papier et un crayon, paper and pencil, et des figurines. Voilà. Donc on est toujours dans le wargame là. Absolument. Il n'y a pas encore écrit, role playing game, attention. Et voilà, il y a écrit cette dénomination un petit peu, j'allais dire lourde tout de même. Certes, comme d'habitude, je vais revenir au texte. Le mot de l'introduction de Gygax qui nous révèle des choses tout à fait intéressantes. D'abord, bien sûr, je disais certes par rapport à ce qu'utilisait Darnson, l'hommage rendu à Blackmoor, dont nous parlions précédemment, et à Dave Arneson, mais tout de suite, on sent le bond que fait Gygax. N'oublions pas tout de même que les règles de Chainmail sur le médiéval fantastique avait été écrite par Gygax, et par Arneson. Et là, visiblement, Gygax leur a fait faire un bond, tout simplement. Un grand bond en avant. Il parle de la campagne Blackmoor, il parle de sa propre campagne Greyhawk, qui est la campagne de Gary Gygax. Et il y a quelque chose de très intéressant. Deux choses, je trouve, dans cet avant-propos. D'abord, il dit que c'est un jeu finalement simple et qui demande peu de moyens, et qui demande surtout bien du temps. Il dit le principal élément, c'est le temps. Cela n'a pas changé. Tous les rôlistes le savent. Ce que consomme le plus le jeu de rôle, c'est le temps, justement. Le temps de préparation, il parle du temps de préparation et du temps de jeu. Mais ce que je trouve remarquable, c'est la fin de son avant-propos, où il nous donne ses références. Et là, ce sont ses références, celles de Gygax. Et peut-être qu'elles vont surprendre ceux qui jouent à Donjons et Dragons aujourd'hui en 2020, parce que ce ne sont peut-être pas les références auxquelles on s'attend forcément. Puisque la première qu'il donne, c'est John Carter, le héros martien de Burroughs, dont d'ailleurs le jeu de rôle est sorti récemment, John Carter of Mars. Eh bien, c'est sa première chez Modifius. Absolument. Ensuite, un autre jeu d'ailleurs édité par Modifus, même si, mais j'en reparlerai un petit peu après, le véritable premier éditeur à l'avoir adapté, c'est Donjons et Dragons, c'est l'univers de Conan, de Robert Howard. Et également, il cite Sprague de Caen, il cite Fritz Leiber et son célèbre cycle Faf et le souricier gris, Grey Mouser, le cycle des épées. Le cycle des épées, qui se passe à Lankmar, qui sera d'ailleurs aussi adapté plus tard pour Advanced Dungeons and Dragons. Faut-il le dire, évidemment, Tolkien, comme on dit en français. Ah bon. Et justement,
tout à l'heure, je parlais je disais, le cinquième printing, la cinquième impression reproduit le DD original. Après, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire de droit. Il y a une curiosité dans la boîte blanche, c'est que quand on commence à lire les règles, il y a bien entendu cette notion de race de personnage. C'est-à-dire qu'on peut jouer des nains, des elfes, et les joueurs d'aujourd'hui de DD savent qu'on peut aussi jouer des halflings. Sauf que, à l'époque, il est écrit Hobbit. Et également, dans les monstres, on rencontre le Balrog et on rencontre des Ents. Et justement, Gigax l'avait fait sans droit, finalement. Et à partir de 1975, fin 75, début 76, il y a eu un problème de droit. L'éditeur, les droits, la famille Tolkien a évidemment n'a pas permis que soient utilisés des termes inventés linguistiquement dans les romans, les œuvres de Tolkien. Et c'est pour ça que le Balrog est devenu le Balor, que le Ent est devenu le Triant, que le Halfling remplace le Hobbit. Et c'est une des curiosités de cette boîte blanche. C'est Alors, de voir, il y a trois classes. Il y a trois voilà. classes, le Et oui. guerrier, le magicien et le prêtre. Et c'est tout. Dans cette première édition. Absolument. Pas de voleur, pas de ranger. C'est le fighting man, d'ailleurs, c'est l'homme d'armes, en quelque sorte. Le magic user, ça ne s'appelle même pas wizard. C'est magic user, fighting man et cleric, donc le clerc, le prêtre, qui donc deux utilisateurs de magie et un spécialiste de l'armement, on va dire. Effectivement, c'est assez simple. Il n'y a que 3 classes de personnages et qui chacune va avoir ses caractéristiques bien connues aujourd'hui, à savoir eh bien, une résistance physique et une capacité martiale accrue, bien évidemment, pour les hommes d'armes et les magiciens. Le magicien qui est déjà noté à l'époque par Gigax comme potentiellement la classe de personnage la plus puissante du jeu, si on arrive à survivre assez longtemps pour parvenir à un haut niveau. Alors, est-ce qu'on trouve une définition du personnage avec des paramètres innés comme des caractéristiques? Alors, il y a des caractéristiques, bien sûr, qui sont appelées abilities et qui sont déterminées par le lancer de 3 dés à 6 faces, et chacune apportant des modificateurs suivant leur hauteur, donc comprise entre 3 et 18. Et est-ce que ce sont ce sont toujours les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire force, constitution, etc. Elles n'ont pas changé. Force, intelligence, sagesse, constitution, dextérité, charisme, ce sont les mêmes depuis le début, et c'est la même échelle. Alors, certes, les valeurs peuvent dépasser 18, mais c'est le même principe, j'allais dire, de génération de statistiques qu'aujourd'hui. Ça n'a pas du tout changé. Cela dit, il y a tout de même aussi d'autres curiosités ou spécificités. Je vais commencer par la présentation du jeu lui-même. Quelqu'un qui aujourd'hui serait donc découvrirait cette boîte blanche serait surpris par un contenu un peu abscon, un contenu un peu finalement très partiel. Pourquoi? Parce que quand on lit le contenu de la boîte blanche, la première chose qu'on a au début, c'est pour 12 ans et plus, le nombre de joueurs. Alors là, c'est quelque chose qui va surprendre. Un maître de jeu qui est appelé le referee, l'arbitre. Un arbitre est de 4 à, écoutez bien, 50 joueurs. De 4 à 50 joueurs pour une seule campagne. Mais il est indiqué que le meilleur ratio c'est d'avoir un arbitre pour 20 joueurs. Voilà, donc on est sur probablement qu'il y avait, il suggère par là peut-être le jeu par correspondance, ou le jeu, l'ancêtre du jeu de rôle virtuel, de table virtuelle d'aujourd'hui. Et alors, il y a un équipement recommandé qui va beaucoup là aussi surprendre, parce que pour jouer complètement à la boîte blanche, vous avez besoin de 2 autres jeux. C'est indispensable. Chainmail, parce que il y a des règles de combat, de magie et autres, des descriptions de sorts qui viennent directement de Chainmail, donc il dit il nous faut avoir Chainmail. Mais il y a encore une autre curiosité qui est alors aujourd'hui très très peu connue, c'est un jeu de 1972 de Avalon Hill qui s'appelle Outdoor Survival, donc survie en extérieur. C'est une sorte de wargame, jeu de plateau, qui simule la survie en milieu hostile. Et bien, il vous le faut, c'est marqué dans l'équipement recommandé du moins, au début du jeu. Et d'ailleurs, Avalon Hill a refusé d'éditer Donjons et Dragons.
C'est pour ça absolument. qu'ils ont créé TSR derrière. Voilà, exactement. Et donc, Gigax dit qu'on peut utiliser des figurines, mais que probablement on peut se contenter de faire une représentation mentale, mais que ce n'est pas si mal pour la visualisation. Donc déjà, on voit la première échappée du wargame, vous voyez. On s'échappe quand même un peu du monde du wargame parce qu'il suggère que tout se passe dans la tête. Le combat mental, par exemple. Je veux dire par là que on se représente la scène sans avoir besoin de la visualiser sur des grilles ou avec des figurines. Et effectivement, c'est une suggestion de Gigax. Et dans les règles, on trouve aussi une autre curiosité, une curiosité qui est relative au système d'expérience. Euh, parce que l'expérience, bon, on s'imagine que c'est par la résolution de problèmes, situations et l'affrontement de créatures monstrueuses que le joueur va acquérir pour son personnage de l'expérience. Mais en fait, à l'époque, le plus gros de l'expérience vient de l'argent. Il y a une insistance sur le trésor, c'est-à-dire que vous récupérez 5000 pièces d'or, mais ça fait 5000 points d'expérience. Le troll qui a détruit la moitié de l'équipe, lui, va ne représenter que 4 ou 500 points. Donc en fait, on gagne surtout avec les richesses acquises pendant l'aventure, pendant le donjon. Il reprend le principe dont nous parlions l'autre fois, du dungeon crawl d'Arnson. On amasse des trésors, des richesses, et c'est là le nerf de la guerre. D'ailleurs, dès le début du premier livre, il y a 3 livrets à l'intérieur. Hein. Le livret qui s'appelle Men and Magic, qui décrit donc, comme son nom l'indique, les classes et les sorts. Monsters and Treasure, donc Monstres et Trésors, c'est l'ancêtre du manuel des monstres et de ce qu'on appellera plus tard le Dungeon Master Guide, c'est-à-dire là où il y a les objets magiques. Et le troisième volume qui anticipe aussi sur ce qu'on trouve aujourd'hui, pour ceux qui connaissent les éditions récentes, le Dungeon Master Guide, un guide qui s'appelle The Underworld, le monde souterrain, préfiguration de l'Underdark, et And Wilderness Adventures, donc aventure en milieu extérieur, milieu sauvage, on va dire, et qui propose justement une simulation, visualisation et simulation des déplacements, de la survie, de ce qui se passe finalement entre les donjons ou le temps d'y arriver et d'en repartir. C'est un petit peu cela. Et également, quelque chose qui a un peu disparu, enfin non, qui n'a pas vraiment disparu, pardon, euh, peut-être qu'aujourd'hui on s'en rend moins compte, mais c'est surtout des règles pour gérer un domaine et des règles de combat de masse, des règles de gestion à la fois politique et économique médiévale, avec un schéma de château fort médiéval, avec une description de la micro-société médiévale qui va administrer le domaine du héros. Donc il y a vraiment, dans Donjons et Dragons, il y a une idée d'ascension sociale, c'est-à-dire qu'on joue pour devenir un grand seigneur. Et d'ailleurs, il faut préciser que Donjons et Dragons reste, déjà à l'époque, est une boîte à outils et reste encore aujourd'hui une boîte à outils, même s'il y a eu des extensions qui proposent des univers. Mais là, on a quelque chose quand même qui est déjà plutôt complet, même s'il y a des manques un peu à Absolument, oui, différents oui. endroits. Il faut relativiser ce que je disais tout à l'heure, bien évidemment. Ça reste quand même très complet, beaucoup plus complet que les boches qui en étaient faites dans Chainmail. Ne serait-ce que ces listes assez importantes de sorts détaillés, de monstres. Alors les monstres, on commence à trouver les monstres emblématiques de Donjons et Dragons, c'est-à-dire pas seulement pris. C'est un gros mélange en fait. Gigax a pris dans les œuvres qu'il aime, dans les mythologies, j'y viendrai après. Donc on va trouver bien évidemment les fameux dragons, après tout c'est dans le titre, les dragons colorés, hein, blanc, bleu, vert, rouge, doré, et des créatures qui seront plus tard des passages obligés, et venant de toutes sortes d'horizons. On trouve très bien, on trouve des genies, on trouve le djinn, on trouve les frites, venus des légendes des mille et une nuits et je dirais des légendes zéniths moyen-orientaux. On va trouver de tout, des pixies, des dryades qui, elles, viennent à la fois de la mythologie grecque, mais aussi de leur version nordique. Bref, c'est une sorte de syncrétisme de l'univers de l'imagination, finalement. Et j'aimerais ajouter une chose, je voulais terminer le petit survol des règles un petit peu rapide là-dessus, par le système de magie. Parce que là, il y a une chose qui
qui peut-être aujourd'hui est un peu, alors je ne dis pas ignorer, beaucoup de gens le savent, je n'invente rien, nous n'inventons rien, mais peut-être qu'une majorité de joueurs peut se poser la question, pourquoi cet étrange système de magie, en apparence, qui n'a pas changé d'un iota depuis 1974? C'est peut-être une des choses qui a le moins changé dans les éditions de Donjons et Dragons. Le principe est le suivant, le magicien doit chaque jour apprendre par cœur et mémoriser ses sorts. Et il a un nombre d'utilisations limitées par jour, ces limitations, évidemment, augmentant avec son expérience. Alors, d'où vient cette idée? Eh bien, cette idée, la modélisation sous forme de règles vient de Gygax, bien sûr, mais elle n'est pas de lui. Elle vient d'un auteur américain, Jack Vance. Et on appelle ça la magie. C'est pour ça qu'on parle de magie ancienne. Ah bah tiens, tu allais dire Pardon, magie ancienne. Voilà, exactement, la magie vancienne. C'est dans un... Alors, Romain, pour préciser, Jacques Vance est un auteur, un écrivain qui est assez prolifique, qui a écrit pas mal de bouquins de médiéval fantastique, de science-fiction, etc. Absolument. Et c'est dans un roman qui s'appelle The Dying Earth, la Terre mourante, qui, en son temps d'ailleurs, a été adapté en jeu. Et dans la Terre mourante, il y a un passage qui est, qui est tout simplement l'ADN du système de magie. Il est question d'une magie qui consiste à apprendre, si vous voulez, par cœur la séquence verbale d'un sort, et vous le lancez en prononçant la dernière syllabe ou le dernier mot, mais ça le vide de votre mémoire. Et vous ne pouvez en absorber qu'un certain nombre par jour en fonction de votre puissance. Ben voilà, c'est le système de magie de Donjons et Dragons. Il vient de Jack Vance, de Dying Earth, et il est très original. Et les sorts chez Jack Vance avaient un petit côté humoristique dans à la fois leurs noms et leurs effets. Et bien, on retrouve ça encore aujourd'hui. En 2020, vous allez trouver des sorts qui vont s'appeler Mordenkainen's Magnificent Mansion, le manoir magnifique de Mordenkainen. Vous allez avoir la main de Big Bye. Ce sont des noms de magiciens issus de la campagne Greyhawk de Gygax, mais par exemple, ce sort, la main de Big Bye, Big Bye, je ne sais pas comment il fallait le prononcer, qui fait apparaître une espèce de main gigantesque, on se croirait dans un cartoon, qui va donner un coup de poing ou ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est de la magie de conte de fées, un petit peu. On n'est pas du tout, et là, on n'est pas du tout dans l'univers magique à la Tolkien. On est dans quelque chose de beaucoup plus visuel, c'est du sang et lumière. Il y a de la boule de feu, de l'éclair, des nuages de gaz, et les monstres même ont un côté parfois un peu loufoque. Loufoque ne veut pas dire risible, je veux dire un côté entre le grotesque et le loufoque, les fameuses gelées, le black pudding, les oozes, comme on dit en anglais, et qui apporte cet aspect, je dirais, un peu baroque. C'est baroque, Donjons et Dragons, au sens vraiment presque de la définition esthétique du baroque. Ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas forcément de symétrie. Et alors le principe du jeu est asymétrique. Chaque classe est vraiment spécifique. Chaque joueur joue un jeu différent. C'est ça aussi la grande innovation. Chacun a son propre système de règles. Le magicien va avoir son système de règles. C'est du jeu dans le jeu. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un jeu multiple et qui je dirais, en définit la rejouabilité. Après tout, ce n'est pas parce que j'ai fait une campagne avec un magicien que je ne vais pas avoir envie de faire quelque chose de totalement différent, parce que je le peux en jouant un prêtre ou un guerrier. Et je crois que ça, c'est un des points les plus remarquables de Donjons et Dragons. Alors, merci Romain. Alors, on parle de jeux de rôle sur table, de tabletop role-playing games. Donc, a priori, Donjons et Dragons est le premier jeu de rôle commercialisé. Ça ne veut peut-être pas dire que c'est le tout premier jeu de rôle, parce qu'il y a déjà eu des expériences. Bon, on ne sait pas trop. Moi, j'ai lu des bouquins, des articles où il y a déjà des références à du jeu de rôle comme Braunstein, etc., ou des murder parties qui se rapprocheraient du jeu de rôle, même que ça daterait depuis très longtemps. Ah Donc, oui. des personnes qui se mettent autour d'une table et qui jouent entre eux. C'est un peu comme les gendarmes et les voleurs. C'est comme de jouer, même qu'on jouait déjà quand on était petit. Alors, Donjons et Dragons, certes, le premier jeu de rôle, mais très vite, ça va inspirer beaucoup de monde, voire peut-être des personnes qui avaient déjà commencé à travailler sur des jeux de rôle.
Et bah, justement, ça sera sûrement pour l'épisode 4, le Bien sûr. sujet du... Oui, Ah, Romain? oui, j'ajouterais que effectivement, tu as parfaitement raison. L'idée même de jouer un rôle, bon, c'est une évidence, mais le théâtre, en fait, il ne passe pas jouer un rôle. Et le jeu de rôle, le théâtre est né d'un jeu de rôle. Le théâtre occidental, du moins. Hein, c'était les officiants des cérémonies consacrées au dieu Dionysos qui se faisait passer pour le dieu, jouait son rôle pour raconter sa vie, ses aventures selon les mythes. C'est cela qui a donné naissance plus tard à la tragédie et puis à la comédie antique. Mais c'était un jeu de rôle. Et de la même manière, beaucoup plus près de nous, tu citais la Murder Party, Agatha Christie, la célèbre romancière anglaise, a écrit une enquête d'Hercule Poirot qui commence par un vrai meurtre commis lors d'une murder party. Alors évidemment, il n'y avait pas de système de règles très sophistiqué, mais cette idée de jouer un rôle et de faire vivre comme cela une histoire fictive en direct, en temps réel, oui, elle n'est pas nouvelle, c'est évident. Mais Gigax, évidemment, a ouvert la porte d'une modélisation par des règles et qui, du coup, a été une sorte de stimulus qui a déclenché la création chez des futurs grands auteurs de jeux de rôle. Je pense à Greg Stafford, mais nous en reparlerons probablement une autre fois. Une toute dernière petite chose pour finir sur cette fameuse page blanche, ce sont les suppléments, les extensions. Puisqu'après tout, notre précédent épisode était consacré au supplément numéro 2, Blackmoor. Il y a donc eu le supplément Greyhawk, le premier, le troisième qui s'appelle Eldritch Wizardry. Alors, dans ces suppléments sont introduites des classes qu'on connaît aujourd'hui, des règles, des monstres qui sont aujourd'hui emblématiques de D&D. C'est pour ça qu'il faut concevoir la première édition avec ces suppléments. Je vous en montre juste un. Je terminerai donc avec lui. C'est celui-ci. C'est le supplément numéro 4 qui s'appelle donc Dieu, demi-dieu et héros. Qui plus tard, dans une autre itération de Donjons et Dragons, la version Advanced, s'appellera Deities and Demigods. On y trouve effectivement, ce n'est pas écrit par Gigax, mais par Kuntz, Robert Kuntz et James Ward, les collaborateurs de Gigax à TSR, mais sous l'impulsion de Gigax avec ses références. Et c'est un ensemble, alors là c'est pour le très haut niveau, ce sont les caractéristiques des dieux de la plupart des panthéons les plus connus, on va dire, du monde occidental, mais aussi extrême-oriental, chinois, indien, japonais. Est-ce qu'on retrouve Cthulhu de Lovecraft? Non, non. Ah, Alors, plus tard peut-être, plus tard. Hein. et ce sera plus tard, on en reparlera. Mais dans celui-ci, les trois panthéons, je dirais, de référence pour la littérature qui a inspiré Gigax sont le panthéon de Fritz Leiber, le panthéon et personnage, hein, de Moorcock, l'univers d'Elric, et celui de Robert Howard, justement. C'est le seul, et c'est la seule version, celle-ci, des dieux pour des Donjons et Dragons, qui utilise le panthéon de Robert Howard, parce qu'après, TSR sortira son propre jeu, Conan. Peut-être en parlerons un jour si nous faisons une émission consacrée aux adaptations. Certainement. Voilà. Certainement. Mais donc, 4 suppléments qui forment, il y en a eu un 5e aussi, qui est une sorte d'extension de Chainmail sur des règles de figurines, mais on parle plutôt des 4 premiers pour, si vous voulez, l'intégrale, en quelque sorte, boîte blanche de Donjons et Dragons. Alors, on voit, hein, le jeu de rôle a eu des inspirations comme le wargame, les soirées meurtres, etc. Mais à la fois aussi, le jeu de rôle après a inspiré d'autres types de jeux, les jeux vidéo. Encore une fois, les soirées meurtres elles-mêmes, et aussi les wargames et les escape games, etc. Enfin, les live escape rooms. Donc, le prochain épisode, ça sera une surprise. On vous parlera d'un autre jeu de rôle qui va arriver très tôt. Et ça sera donc ça sera le sujet. Merci Romain. Merci Farid. Et puis à très vite. Hein. À très bientôt. Ciao.